Bon, mais on est de retour. On est content d'être de retour parce que, je sais pas pour toi, mais je me rappelle pas, moi, quand on travaillait, nous, tu sais, nous, c'était comme un peu standard. On arrivait à la Saint-Jean, puis on restait peut-être une semaine après, tu sais, juste pour fermer quelques dossiers. Puis là, il n'y avait pas grand-chose qui se passait au Québec. Tu sais, les bureaux fermaient, tout le monde partait. On revenait comme à la mi-août, genre une affaire de même. Il y avait pas grand-chose qui se passait. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé cet été, mais ça a l'air que tout s'est produit durant cet été. Ça a l'air qu'il y a rien qui a arrêté. Je sais pas si les gens sont partis en vacances ou non, mais en termes de nouvelles, d'actualité, l'été était tellement occupé avec plein d'affaires. Puis moi, je pensais à toi, puis je disais, avant de partir, tu me disais, si tu veux, on peut faire une affaire par FaceTime ou je sais pas trop quoi. Je vais pas le déranger. Là, c'était vacances, va, amuse-toi. Mais là, dans ma tête, j'étais comme, il n'y a rien qui va arriver anyway. Amuse-toi, là. Passe un bon été. Mais là, tout à coup, il y a plein d'affaires. Je voulais prendre tout en note pour ne pas l'oublier. Mais oui, il y avait plein d'affaires qui se passaient cet été. Mais oui, effectivement, c'est rare qu'il y ait autant d'actualités politiques durant l'été. Là, il y en a eu, puis pas des moindres. Je dirais déjà avec un remaniement ministériel imposant à Ottawa. Le premier ministre Trudeau qui a remanié son cabinet. Donc, je pense qu'on parlait de, je crois, sept nouveaux ministres. Et puis plusieurs ministres aussi qui ont changé de chaise. Généralement, quand il y a un remaniement ministériel, il y a souvent une raison derrière ça. Tu veux insuffler du renouveau dans ton conseil des ministres, dans ton cabinet, etc. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que tu donnes du sang neuf, de l'oxygène à ton conseil des ministres. Tu ramènes des personnes nouvelles qui arrivent avec une certaine fraîcheur aussi. Je crois que c'est ce qu'a tenté de faire le premier ministre Trudeau. Probablement parce que les derniers mois, il y a quand même eu un peu de pression qui est venue d'un peu partout. La pression médiatique, bien sûr, qui n'arrête jamais. La pression des oppositions. Puis parfois les sondages aussi. Je sais pas, c'est sûr que on l'a vu, comme tu as dit, c'est un peu standard, là, tu sais. C'est comme la dernière phase, tu te prépares peut-être à une élection, tu veux que les 10 derniers mois avant l'élection, ou peut-être moins 8 à 10 mois, tu veux un renouveau, tu veux des nouveaux visages. Moi, j'ai pas trop compris ce remaniement-là, et il a été beaucoup critiqué dans les médias aussi. On a laissé de côté certaines personnes qui, à leur avis, peut-être faisaient une bonne job. Je parle de David Lametti, qui a été souvent mentionné. Il y a personne qui a compris ce move-là. La plus grande critique, moi, que j'ai vue, c'est quand tu fais un remaniement, peut-être que toi, comme premier ministre, tu devrais changer de poste. Évidemment, ça se fait pas. C'est le premier ministre. Mais j'ai l'impression que, ou au moins le message qui est sorti de ce remaniement-là, c'est, comme tu as dit, je veux juste qu'on parle d'autre chose que whatever, là, tu sais, que ce qui était en train de se parler dans les médias. Il a été visé beaucoup, Justin Trudeau. Ouais. Mais tu vois, regarde, tu disais à 10-12 mois d'élection, tu sais qu'en théorie, l'entente libéraux avec néo-démocrates, elle est bonne jusqu'en juin 2025. Donc, en théorie, ça devrait être presque 24 mois. Puis de toute façon, qui arrive en juin 2025 peut arriver jusqu'à l'automne 2025, puisque c'est de toutes les manières, ça va être la fin de la législature à ce moment-là, et il y aura forcément des élections. Mais tu as raison de parler de peut-être 12 mois ou quelque chose de ce genre-là, parce que j'ai cru comprendre. Mais selon l'expérience qu'on a, normalement, OK, il y a un conseil de ministres quand le gouvernement arrive, vers le mi-mandat, il y a un changement, puis vers la fin, il y a un dernier. Oui, effectivement. Et à cet argument-là que tu apportes, il y en a aussi un autre qui est un peu plus technique, un peu moins peut-être connu, mais il y a eu un changement de carte électorale récemment, là, dans la dernière année, un changement de carte électorale au niveau fédéral, et plusieurs observateurs, et puis parfois
parfois aussi certains députés de tous partis politiques confondus qui considèrent que ce nouveau redécoupage électoral n'est pas nécessairement favorable au gouvernement sortant. Et n'étant pas nécessairement favorable au gouvernement sortant, le gouvernement sortant voudrait peut-être aller en élection plus vite que d'arriver au bout du mandat. Parce que s'il arrive au bout du mandat, la carte électorale, la nouvelle carte électorale rentre en compte. Okay. S'ils n'arrivent pas au bout du mandat, la carte électorale de 2021 sera toujours de vigueur. OK. Donc, et alors certains, je sais pas, là, on va appeler ça mauvaise langue ou peu importe quoi, stratège ou autre, de toute façon en politique tout est possible, disent ça. Mais écoute, regarde, moi qu'un premier ministre décide d'insuffler de l'oxygène, du sang neuf dans son conseil des ministres, je trouve jamais ça négatif. Oui, c'est sûr que ça veut dire qu'on essaye peut-être de corriger certaines petites affaires, on essaye de... Évidemment, il y a mille et une raisons et mille et une petites, comment dire, pas détails là, mais paramètres, mille et un paramètres que tu essayes de contrôler comme tu peux. Je trouve pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, mais par contre, c'est sûr qu'on a le droit de jeter un œil un peu plus profond. Donc, par exemple, qui sont ces nouveaux ministres qui sont rentrés? Ils sont élus de quelle circonscription? Puis là, tu te dis, oh, il y a 7 nouveaux ministres, mais il se trouve qu'ils sont dans 7 circonscriptions qui sont compliquées à conserver. Où il y a eu où le Parti libéral du Canada a gagné avec moins de 500 voix, parfois moins de 200 voix. Alors, est-ce qu'on veut leur donner de la visibilité? Est-ce qu'on veut qu'ils soient un peu plus sur le terrain? Mais c'est étrange comme stratégie, Salim, et je comprends ce que tu dis. Je pense notamment à Soraya Martinez, qui est élue à l'est de l'île de Montréal, où elle, à chaque élection, elle se bat. Moi, je la connais personnellement, Soraya. C'est une guerrière, là. Une guerrière électorale. Je l'ai connue parce qu'elle était conseillère municipale dans notre comté. Je pense que c'était dans Saint-Michel. Non, c'est une guerrière et c'est une personne magnifique, là, mais c'est étrange parce que normalement, on a l'habitude de voir des ministres qui proviennent de comtés qui sont quand même, peut-être pas sûrs, mais prenables, parce que tu veux conserver des comtés où tu peux insérer des personnes qui sont ministrables. C'est étrange, cette stratégie-là, parce que au point de vue communication, relations publiques, si dans une élection, tu perds un comté où, comme candidat, tu avais un ministre ou une ministre, c'est comme un... fort. Oh, mais oui, ça sonne un peu plus fort. Oui, on a tous vu ces soirées électorales-là où les commentateurs étaient en train de dire tel gouvernement vient de perdre un de ses ministres. Puis ça donne... C'est jamais bon. Même quand tu te fais réélire, t'imagines, tu te fais réélire, admettons toujours minoritaire, mais tu as 4 de tes ministres ou 5 qui sont de tes ministres qui sont tombés. Ça envoie un peu un message que les gens sont pas contents de ton gouvernement. Bon, écoute, c'est à double tranchant. Hein. Mais puis en plus, les ministres, on s'entend qu'ils ont moins de temps à être sur leur terrain. Ils ont tellement de responsabilités ailleurs qu'ils se retrouvent moins dans leur comté. Donc, je comprends pas la stratégie. Effectivement, en théorie, un ministre ou une ministre avec un agenda de ministre a généralement moins le temps d'être sur le terrain. Mais tu sais, c'est là où la ligne est très fine. Généralement, tu donnes un portefeuille de ministre à quelqu'un, pas juste pour ses compétences, mais aussi... comment je te dirais ça? Mais aussi pour la clientèle qu'il est capable d'attirer. Donc, c'est pour ça que parfois, il y a certains portefeuilles de ministres là, qu'on ne verra jamais au Québec, ou à l'inverse, il y a des portefeuilles de ministres qu'on donne quasiment toujours à un Québécois ou une Québécoise. J'exagère à peine. Dans le sens que... parce que tu voudrais que le travail de terrain qu'un ministre doit faire dans son dossier soit à peu près le même terrain que le terrain électoral, c'est-à-dire là où la personne se fait élire. Moi, je vais te dire très honnêtement, moi, j'aime pas ça. Tu sais pourquoi j'aime pas ça? Parce que si tu es titulaire d'un dossier... en tout cas, un dossier X, admettons, puis tu es un élu de l'Ontario, mais que dans ton dossier à toi, dans ce même dossier à toi, il y a un énorme enjeu à Terre-Neuve-Labrador, ou même au Québec.
Alors, est-ce que l'élu du GTA, l'élu de la grande région de Toronto, est-ce que il est si en phase avec les enjeux de Terre-Neuve et Labrador ou du Québec ou de la Colombie-Britannique pour ce même enjeu? Non, moi, j'aime mieux personnellement que l'élu qui est promu ministre le soit dans un dossier où ses compétences transversales peuvent faire une différence. Non, t'as absolument raison. On va voir évidemment comment ça va se jouer.